On lui avait sans cesse répété qu'elle ne valait absolument rien. On lui avait asséné, avec une cruauté méthodique, qu'elle n'était rien de plus qu'un vulgaire bouche-trou, une simple femme trophée dont la date de péremption était largement dépassée et qui, par conséquent, ne méritait pas le moindre centime de l'immense empire de la famille Montagne. Lorsque Nicolas Montagne, au sommet de son arrogance, jeta son épouse à la rue sous une pluie battante et glaciale, il était intimement persuadé d'avoir remporté la victoire absolue. Il s'imaginait avec une certitude inébranlable que son contrat de mariage, un document prétendument blindé et rédigé par les avocats les plus impitoyables, la laisserait totalement indigente, la condamnant à une misère noire pendant que lui filait le parfait amour avec sa jeune maîtresse. Mais dans son aveuglement narcissique, Nicolas avait omis un détail, un minuscule mais crucial détail qui allait précipiter sa perte de la manière la plus spectaculaire qui soit. Il n'avait jamais pris la peine de vérifier la véritable identité de la femme qu'il avait épousée. Il ignorait, dans sa suffisance absolue, que la femme qu'il était en train de jeter comme un vieux chiffon portait un nom d'une puissance telle que le simple fait de le murmurer dans les couloirs feutrés d'un tribunal suffirait à faire se lever n'importe quel juge, tremblant de respect et d'effroi. Ceci est le récit détaillé et implacable du divorce le plus brutal de toute l'histoire de la haute société, une véritable guerre d'anéantissement couronnée par un rebondissement stupéfiant que personne, et surtout pas le principal intéressé, n'aurait pu anticiper. Les immenses et lourdes portes en acajou massif du majestueux domaine Montagne en Provence ne se contentèrent pas de se refermer. Elles claquèrent avec une brutalité inouïe, une violence sourde dont l'écho lugubre résonna jusque dans les tréfonds de la poitrine de Chloé. Ce bruit n'était pas seulement celui du bois frappant le cadre, c'était le son d'une vie entière qui volait en éclats, le point final d'une illusion cruellement entretenue tout au long de leur mariage. Dehors, il pleuvait à verse. Bien sûr qu'il pleuvait, songea-t-elle avec amertume. Le ciel lui-même semblait vouloir participer à cette mise en scène tragique, digne des pires clichés de mélodrame cinématographique. Mais alors que l'eau glaciale transperçait les mailles fines de son pull en cachemire, une réalité grelottante et implacable s'abattit sur elle, anéantissant les dernières bribes de son déni. À ses pieds gisaient, pitoyables sous l'averse, 3 valises Louis Vuitton, remplies à la hâte, dont le cuir luxueux était désormais profondément éraflé après avoir été brutalement poussé du haut des marches en pierre par le garde du corps personnel de Nicolas. Chloé sentit sa gorge se serrer, les larmes se mêlant à la pluie sur ses joues pâles. « Je t'en prie, Nicolas, sois raisonnable, » murmura Chloé, la voix brisée par les sanglots, à peine audible au-dessus du grondement menaçant du tonnerre qui déchirait le ciel assombri. La grande porte d'entrée s'entr'ouvrit de nouveau, mais seulement à moitié, comme pour souligner la barrière infranchissable qui se dressait désormais entre eux. Nicolas Montagne, le tout-puissant président-directeur général de Montagne Dynamique, l'homme à qui elle avait dévoué son existence entière, se tenait là, encadré par la lumière chaude et luxueuse du vestibule. Son regard, dépourvu de la moindre once de pitié, la jaugeait avec un mépris glacial. Il tenait élégamment un verre en cristal lourd, faisant doucement tourner une généreuse mesure d'un rare et onéreux cognac, un sourire narquois, presque sadique, jouant sur ses lèvres fines. À ses côtés, accroché à son bras avec la ferveur intéressée d'une vigne décorative vénéneuse, se tenait Manon. C'était une très jeune femme, l'assistante de direction de Nicolas, qui arborait à cet instant précis, avec une provocation assumée, le somptueux collier de diamants que Chloé avait reçu en cadeau pour célébrer l'un de leurs anniversaires de mariage. « Je suis tout à fait raisonnable, Chloé, » lança Nicolas, dont la voix suave, posée et d'une indifférence calculée tranchait avec le chaos de la tempête. Les hommes véritablement raisonnables ne restent pas mariés à des femmes qui n'ont plus absolument rien à leur offrir. Tu as largement dépassé l'âge du rôle, ma très chère. Tu n'es plus qu'une femme trophée fanée. Manon, ici présente, incarne l'avenir radieux de mon existence. Toi, tu n'es plus que de l'histoire ancienne, une antiquité sans valeur. Le tonnerre gronda de plus belle, accompagnant le désespoir montant de la jeune femme trahie. Je t'ai soutenu avec une loyauté sans faille lorsque le conseil d'administration a tenté de t'évincer avec virulence, hurla Chloé, sa voix déchirant le rideau de pluie, ses cheveux détrempés plaqués impitoyablement contre son visage livide. J'ai veillé ta mère jour et nuit, avec une dévotion absolue, lorsqu'elle a subi son accident vasculaire cérébral. J'ai signé les yeux fermés absolument tous les documents que tu as exigés de moi, sans jamais poser la moindre question. Exactement, répondit Nicolas en éclatant d'un rire bref et cruel, avant de porter à ses lèvres le liquide ambré de son verre de cognac. Tu as tout signé, avec une naïveté touchante, y compris et surtout notre contrat de mariage, un document merveilleusement rédigé qui stipule de manière tout à fait explicite qu'en cas de divorce initié par l'infidélité de l'une des parties ou pour cause de différends irréconciliables.
Tu repars très exactement avec ce que tu as apporté en entrant dans cette union. Ce qui, si ma mémoire est exacte, se résumait à une montagne de dettes étudiantes particulièrement lourdes et à une modeste Renault Clio d'occasion dont le moteur menaçait de rendre l'âme. Il fit un pas en avant, s'arrêtant juste à la limite du porche abrité, à l'abri de la pluie, la toisant de haut comme s'il contemplait un chien errant et galeux venu salir son perron. Mes conseillers juridiques, le prestigieux cabinet Moreau et Associés, ont d'ores et déjà déposé l'ensemble des requêtes nécessaires auprès du tribunal. Tu n'as strictement aucun droit de réclamation sur la fortune incommensurable de la famille Montagne, aucun droit sur ce domaine magnifique, et certainement aucun droit sur mes futurs revenus ou les parts de mon entreprise. Tu t'en vas sans rien, Chloé, les poches désespérément vides, exactement dans le même état pitoyable que lorsque je t'ai trouvé en train de servir misérablement aux tables de ce minable petit bistrot en Normandie. Nicolas, je t'en supplie, ne fais pas une chose pareille, implora-t-elle, son corps secoué de violents frissons. Ne le fais pas, non pas pour l'argent, cela m'importe peu, mais pour épargner cette cruauté gratuite et dévastatrice. Où suis-je censé aller dans ces conditions? Je m'en moque éperdument, répliqua-t-il avec un haussement d'épaule théâtral, traduisant son manque total d'empathie. Mais je te suggère vivement de déguerpir de mon allée privée avant que je ne me voie dans l'obligation de contacter les forces de l'ordre pour intrusion caractérisée sur une propriété privée. Tu ne résides plus ici, ton nom n'a plus droit de citer sous ce toit. Manon laissa échapper un petit rire cristallin et moqueur, se haussant sur la pointe des pieds pour murmurer une plaisanterie perfide à l'oreille de Nicolas. Il sourit, charmé par la méchanceté de sa maîtresse, et déposa un baiser possessif sur son front lisse. Adieu, Chloé. Et surtout, essaie de ne pas nous imposer une de tes scènes hystériques devant le tribunal. Ce serait d'un ridicule profondément embarrassant pour toi. Sur ces mots définitifs, la lourde porte claqua de nouveau. Le cliquetis métallique et froid du pêne dormant s'enclenchant résonna comme le son le plus assourdissant, le plus définitif au monde. Chloé demeura figée sous l'averse torrentielle pendant une éternité, l'eau ruisselant sur son corps tandis que des larmes brûlantes, chargées d'une souffrance indicible, ravinaient son visage. Elle fixa longuement la porte close, ce symbole imposant de la vie qu'elle avait crue authentique, une existence bâtie sur un tissu de mensonges. Elle l'avait aimé. Elle l'avait réellement, profondément aimé. Dans son désir désespéré de normalité, elle avait consciencieusement dissimulé son passé tumultueux, sa véritable identité écrasante et son immense potentiel, dans l'unique but d'incarner l'épouse docile, effacée et soutenante qu'il exigeait pour flatter son ego démesuré. Elle avait délibérément étouffé sa propre lumière, voilé son propre génie, afin de lui permettre, à lui, de briller sous les projecteurs. Et voilà l'ultime récompense qui lui était offerte en retour, l'humiliation publique, le mépris total et l'abandon sous une pluie d'hiver. Lentement, presque imperceptiblement, les tremblements qui agitaient ses mains glacées s'atténuèrent pour finalement cesser. La tristesse abyssale qui noyait son regard clair se figea, se transformant en une matière infiniment plus froide, plus tranchante. Ses yeux prirent l'éclat dur et impitoyable de l'acier trempé. Elle plongea une main ferme dans la poche détrempée de son vêtement et en extirpa un téléphone jetable, un appareil des plus basiques qu'elle avait précieusement conservé, dissimulé dans la doublure secrète de l'une de ses valises. D'un geste précis, elle composa un numéro de haute sécurité qu'elle n'avait pas appelé depuis le début de son mariage. La tonalité retentit une fois, puis une seconde. Allô. Une voix masculine, rocailleuse, empreinte de l'autorité naturelle d'un âge vénérable, répondit à l'autre bout de la ligne. Vous avez joint une ligne extrêmement privée. À qui ai-je l'honneur? C'est moi, Jean Dubois. Chloé parla, sa voix ne tremblant plus le moins du monde, dépouillée de toute la fragilité qu'elle affichait quelques instants auparavant. C'est moi. C'est Chloé. Un silence profond, lourd de stupéfaction, s'installa à l'autre bout de la connexion. Puis, une respiration saccadée trahit le choc de l'interlocuteur. Chloé, grand Dieu, est-ce véritablement vous? Nous avions fini par croire, après votre fuite soudaine, que vous aviez disparu pour de bon, que nous vous avions perdu à jamais. J'ai un immense service à vous demander, Jean, déclara-t-elle en levant les yeux vers la grande fenêtre de la chambre principale dont les lumières venaient tout juste de s'éteindre. J'ai besoin que vous procédiez à la réactivation immédiate de mon fonds de placement principal, et j'exige que le meilleur avocat plaidant du cabinet Dubois et Associés soit parfaitement prêt à engager les hostilités le jour de l'audience. Le fonds de placement? Balbutia Jean Dubois, peinant à dissimuler son émoi. Chloé, je me dois de vous avertir. Si vous réactivez ce fonds de placement,
la clause de confidentialité absolue sera instantanément caduque. Le monde entier découvrira votre véritable identité. Il la découvrira. C'est exactement le but recherché, murmura Chloé d'une voix glaciale, essuyant l'eau de pluie qui brouillait sa vue. Il désirait un divorce facile. Je vais lui offrir une guerre d'une violence sans précédent. Quelque temps plus tard, Nicolas Montagne siégeait triomphalement dans la vaste et opulente salle de conférence vitrée située au sommet de la tour de Montagne Dynamique, dans le prestigieux quartier d'affaires de la Défense, au cœur des milieux financiers parisiens. Il se sentait l'homme le plus puissant du monde, le roi d'un empire incontesté. La fusion est pratiquement garantie, assurait Nicolas Martin, son directeur financier, un homme à l'allure perpétuellement nerveuse, en désignant frénétiquement des graphiques projetés sur un écran géant. Avec l'acquisition imminente de la chaîne d'approvisionnement du géant Technor, la valeur de nos actions va littéralement tripler sur les marchés. Vous atteindrez le statut de milliardaire très bientôt. Nicolas Montagne s'enfonça confortablement dans le cuir souple de son fauteuil directorial, posant avec arrogance ses pieds chaussés de souliers italiens sur la table en acajou massif. Et concernant le divorce, tout se passe de manière expéditive et propre. Nicolas Martin hocha vigoureusement la tête. Nous avons obtenu que le juge Bernard préside les audiences. C'est un homme qui. Disons simplement qu'il doit encore quelques faveurs politiques de longue date à votre défunt père. De plus, c'est un magistrat de la vieille école, particulièrement conservateur. Il voue une haine féroce aux croqueuses de diamants. Il jettera un seul regard à Chloé, n'y verra qu'une ancienne serveuse de bistrot qui a profité de la chance de sa vie pendant notre mariage, et il ordonnera l'exécution immédiate et stricte du contrat prénuptial. Elle ne touchera pas le moindre centime de votre patrimoine. Parfait, sourit Nicolas Montagne avec une satisfaction carnassière. Elle s'est tenue bien tranquille. Beaucoup trop tranquille à mon goût. Je m'attendais sincèrement à ce qu'elle court se lamenter dans les tabloïds en pleurant sur la manière dont je l'aurais soi-disant maltraitée. Mais pas le moindre murmure. Elle a sans doute fini par comprendre qu'elle était totalement vaincue. Manon laissa échapper un roucoulement approbateur depuis un coin de la pièce où elle faisait mine d'organiser d'importants dossiers de fusion, bien qu'en réalité, elle passa la majeure partie de son temps à faire du repérage pour des robes de mariée de haute couture sur Internet. Elle est probablement déjà retournée vivre dans un parc de mobile homes minables à l'heure qu'il est, dit-elle d'un ton méprisant. Nicolas vérifia l'heure sur son chronographe de luxe. L'audience préliminaire approche à grands pas. Je tiens à porter mon costume Armani bleu marine pour l'occasion. Faisons en sorte d'expédier cette formalité le plus rapidement possible. Je veux que son nom disparaisse définitivement de l'intégralité de mes comptes bancaires et que sa présence soit éradiquée de ma vie, afin que nous puissions enfin annoncer nos fiançailles officielles au tout Paris. Pendant ce temps, à l'autre bout de la capitale, l'atmosphère qui régnait était d'une nature radicalement différente. Chloé était assise avec une grâce royale dans un bureau majestueux, baigné d'une lumière tamisée, où flottaient des effluves capiteux de vieux livres reliés en cuir et de cigares de la plus haute qualité. La discrète plaque en laiton apposée sur la porte ne portait nullement la mention vulgaire de cabinet d'avocat. On pouvait simplement y lire la mention sobre et élégante, cabinet Dubois et associés, service aux clients privés. Ce n'était en aucun cas le genre d'établissement juridique que l'on pouvait dénicher par une simple recherche sur Internet. Il s'agissait du cabinet d'élite qui étouffait les scandales pour le compte des familles royales européennes et qui se chargeait de rédiger des traités économiques complexes pour de petites nations souveraines. Jean Dubois, un homme d'un âge vénérable au regard perçant d'une intelligence redoutable et vêtu d'un costume d'une coupe irréprochable, fit glisser un épais dossier sur la surface de son bureau. Absolument tout est en ordre, Chloé, annonça-t-il d'une voix douce mais empreinte d'une gravité solennelle. Cependant, êtes-vous absolument certaine de vouloir aller jusqu'au bout de cette démarche? Une fois que nous aurons franchi les portes de cette salle d'audience, il n'y aura plus aucun retour en arrière possible. Les médias internationaux se rueront sur l'affaire. Votre intimité, cette vie anonyme et paisible que vous vous êtes évertué à bâtir si loin de l'ombre écrasante de votre puissante famille, tout cela sera définitivement anéanti. Chloé laissa courir sa main le long de la couverture en cuir du dossier. Il m'a jeté dehors sous la pluie glaciale, Jean. Il m'a humilié de la pire des façons. Il est persuadé que je ne suis qu'une misérable serveuse désarmée qu'il a généreusement sauvée de la misère. Il ignore donc tout de la vérité? S'enquit Jean Dubois en haussant un sourcil broussailleux, intrigué par l'ampleur de la duperie. Il n'a jamais pris la peine de poser la moindre question, répondit Chloé, un sourire amer et désabusé effleurant ses lèvres. Tout au long de notre mariage, il ne s'est jamais réellement intéressé à mes parents.
Il a simplement et commodément accepté l'histoire fabriquée selon laquelle ils étaient décédés. Il n'a jamais posé de questions sur mon niveau d'éducation. Il a tout de suite présumé que j'étais une femme sans instruction simplement parce que je gagnais ma vie dans ce modeste bistrot lorsque nous nous sommes croisés. Il a vu exactement ce qu'il désirait voir. Un joli visage, une page blanche dépourvue du moindre bagage gênant. Et il est sur le point de découvrir, à ses dépens, que ce même joli visage est le propriétaire légal de l'institution bancaire qui détient l'intégralité de ses crédits immobiliers. Jean Dubois laissa échapper un petit rire sec, teinté d'une jubilation féroce. Et ce n'est pas uniquement le crédit immobilier qui est en jeu, Jean, le corrigea Chloé, les yeux étincelants d'une détermination impitoyable. J'ai pris le temps d'éplucher en profondeur les documents financiers de Montagne Dynamique au cours de la nuit dernière. L'opération de fusion qu'il prépare avec tant de frénésie, celle impliquant Technor. Oui, précisément. Technor n'est autre qu'une filiale directe du conglomérat Valois International. Les yeux de Jean Dubois s'écarquillèrent sous le coup de la surprise. La société holding personnelle de votre défunt père. Ma propre société holding, le reprit-elle fermement. Depuis le triste décès de mon père, je suis officiellement l'actionnaire majoritaire de l'ensemble du groupe. J'ai simplement laissé le conseil d'administration diriger les opérations courantes pendant que je jouais à la femme d'intérieur dévouée aux côtés de Nicolas. Mais si Nicolas s'imagine un seul instant qu'il va pouvoir racheter Technor pour sauver son entreprise vacillante, il est en réalité en train de supplier sa future ex-épouse de lui accorder la permission de racheter sa propre société. Jean Dubois compléta la phrase, une expression de pur enchantement éclairant et très vieillissant. Exactement, acquiesça Chloé en se levant, lissant d'un geste machinal la jupe du tailleur gris, simple et bon marché, qu'elle avait exprès déniché dans une friperie de quartier. Elle se devait de jouer le rôle de la victime luttant pour sa survie une toute dernière fois. Le jour de l'audience, je ne franchirai pas les portes de ce tribunal sous l'identité de Chloé de Valois. J'y ferai mon entrée en tant que Chloé Montagne, l'épouse jetée aux ordures. Je veux l'entendre le déclarer haut et fort, pour que cela soit consigné dans les minutes du procès. Je veux qu'il affirme devant le juge que je ne vaux absolument rien. Et ensuite ? S'enquit Jean Dubois, savourant par avance le dénouement. Et ensuite, répondit Chloé d'une voix où perçait une autorité royale, nous le réduirons en cendres, jusqu'aux fondations. Le jour de l'audience, le palais de justice bourdonnait d'une activité frénétique. Nicolas Montagne, avide de contrôler le récit médiatique dès les premiers instants, avait pris soin d'alerter la presse mondaine et financière. Les flashs des photographes crépitèrent frénétiquement lorsqu'il s'extirpa de sa luxueuse limousine noire, étincelante sous la lumière matinale. Manon pendue à son bras, ils incarnaient à la perfection l'image du couple de pouvoir, triomphant et intouchable. Il salua la foule avec une confiance inébranlable, projetant l'image d'un homme puissant que cette plainte pitoyable n'incommodait nullement. Chloé fit son apparition un peu plus tard, émergeant discrètement d'un banal taxi parisien. Elle gravit les imposantes marches de pierre du tribunal, seule, serrant contre elle un sac à main usé jusqu'à la corde. Les cohortes de journalistes ne lui accordèrent pas même un regard. Elle paraissait épuisée, le teint d'une pâleur cadavérique, l'incarnation même de la défaite. À l'intérieur de la salle d'audience, l'air était lourd, chargé d'une tension étouffante. Le juge Bernard siégeait tout en haut de son estrade, l'air profondément ennuyé par cette routine. C'était un magistrat réputé pour la fulgurance de ses jugements et pour l'aversion profonde qu'il nourrissait à l'égard de tout débordement émotionnel. Affaire Montagne contre Montagne, annonça l'huissier d'une voix monocorde qui résonna dans le silence de la salle. Nicolas prit place à la table réservée à la partie plaignante, flanqué de 3 avocats aux honoraires exorbitants issus du prestigieux cabinet Moreau et Associés. Ils avaient devant eux des piles vertigineuses de classeurs juridiques, des graphiques complexes et le fameux contrat de mariage, reproduit en format géant sur un panneau d'exposition. Chloé, quant à elle, s'assit à la table de la défense, désespérément seule. La chaise placée à côté d'elle demeurait vide. Madame Montagne, le juge Bernard l'observa par-dessus ses lunettes de lecture avec une condescendance non dissimulée. Vous vous présentez sans représentation légale. Chloé se leva, sa voix semblant menue, presque fragile. Mon avocat a rencontré un léger contretemps, votre honneur. Les aléas de la circulation parisienne. Nicolas Montagne renacla avec une force calculée pour s'assurer que les personnes assises au fond de la salle l'entendent distinctement. Elle n'a très certainement pas les moyens de se payer les services du moindre avocat, murmura-t-il. Votre honneur, si elle nécessite l'assistance d'un avocat commis d'office, nous sommes disposés à patienter.
Je n'ai nullement besoin d'un avocat commis d'office, répliqua Chloé, sa voix gagnant soudainement en assurance. Nous sommes soumis à un emploi du temps extrêmement serré, rétorqua sèchement le juge Bernard. Si votre conseil n'est pas présent immédiatement, nous débuterons la procédure sans lui. Maître Moreau, je vous prie de bien vouloir présenter votre déclaration liminaire. L'avocat principal de Nicolas, un requin du barreau du nom de Nicolas Moreau, se leva en boutonnant élégamment sa veste de créateur. Votre honneur, cette affaire est d'une simplicité biblique. Nous sommes en présence d'un contrat de mariage rédigé et signé dans les règles de l'art au début de leur relation. Ce document stipule de manière parfaitement claire qu'en cas de séparation des parties, les actifs demeurent strictement séparés. Le patrimoine de Monsieur Montagne est évalué à des dizaines de millions d'euros. Les actifs de Madame Montagne sont, quant à eux, totalement négligeables. Nous réclamons par conséquent la dissolution immédiate et définitive de cette union, ainsi que l'application stricte et sans appel du contrat prénuptial. Tout cela me semble en effet d'une clarté limpide, acquiesça le juge, jetant un regard chargé de dédain en direction de Chloé. Madame Montagne, contestez-vous la validité de ce contrat de mariage? Je la conteste formellement, votre honneur, affirma Chloé avec calme. Sur quel fondement juridique? L'interrompit Nicolas Montagne en éclatant d'un rire sarcastique. N'as-tu donc pas lu le document? Il était pourtant rédigé dans un français tout à fait accessible, et non dans un jargon de physique quantique. Sur les fondements de la dissimulation frauduleuse d'actifs et de fausses déclarations. Une voix grave, d'une puissance stupéfiante, résonna soudain depuis le fond de la salle d'audience, coupant court à toute moquerie. Les lourdes portes à double battant s'ouvrirent à la volée. Un silence de mort s'abattit instantanément sur l'assistance. L'homme qui s'avançait avec une majesté redoutable dans l'allée centrale n'était pas un simple homme de loi. Il s'agissait de l'illustre Jean Dubois. Et il ne s'avançait pas seul. Dans son sillage marchaient d'un pas synchronisé 3 autres ténors du barreau, arborant tous les cravates grises distinctives du cabinet Dubois et associés. Le silence qui régnait dans la salle changea brusquement de nature. D'un ennui poli, il mua en une confusion totale, puis, pour les professionnels du droit les plus expérimentés présents dans la pièce, en une terreur palpable. Le cabinet Dubois et associés ne daignait jamais s'abaisser aux affaires de divorce. Il ne traitait jamais de litiges ordinaires. Il pilotait les fusions économiques pour le compte de nations entières. Il représentait les têtes couronnées. Nicolas Montagne fronça les sourcils, se penchant vers son avocat. Qui est ce vieillard? Le visage de Nicolas Moreau s'était vidé de tout son sang, devenant d'une pâleur cadavérique. C'est Maître Jean Dubois. Le lion inflexible de l'ordre des avocats. Il n'a pas daigné mettre les pieds dans une salle de tribunal depuis une éternité. Jean Dubois s'arrêta à la hauteur de la table de la défense et posa une main rassurante sur l'épaule de Chloé. Il leva ensuite les yeux vers le juge. Votre honneur, prononça-t-il, sa voix emplissant chaque recoin de la pièce sans nécessiter l'usage du moindre microphone. Je vous présente mes excuses les plus sincères pour ce léger retard. J'étais accaparé par le dépôt d'une plainte reconventionnelle devant les plus hautes instances du tribunal de grande instance. Une plainte reconventionnelle? Balbutia le juge Bernard, totalement déstabilisé. Il connaissait parfaitement la réputation de Jean Dubois. N'importe quel homme de loi digne de ce nom connaissait Jean Dubois. Maître Dubois, nous sommes ici dans le cadre d'une banale affaire relevant du droit de la famille. Quel élément pourrait bien justifier une intervention d'une telle ampleur devant le tribunal de grande instance? Il ne s'agit nullement d'une banale affaire de droit de la famille, votre honneur. Jean Dubois sourit, un sourire carnassier qui n'atteignait pas la froideur de ses yeux. Car la partie plaignante, Monsieur Montagne ici présent, tente farouchement de faire appliquer un accord financier pénalisant ma cliente, tout en manœuvrant simultanément pour acquérir une entreprise dont ma cliente est l'unique propriétaire. Nicolas Montagne bondit de sa chaise, le visage congestionné par la colère. C'est un tissu de mensonges absurdes. Elle ne possède absolument rien. Elle n'était qu'une vulgaire serveuse. Jean Dubois pivota lentement pour faire face à Nicolas. Le mépris qui se dégageait de son expression était absolument foudroyant. Monsieur Montagne, déclara calmement l'éminent avocat. Vous vivez depuis toujours dans l'illusion d'avoir épousé Chloé, la modeste serveuse. Et techniquement, c'est ce que vous avez fait. Mais vous n'avez jamais eu l'intelligence de vous demander pour quelle raison elle travaillait dans ce lieu. Vous n'avez jamais eu la curiosité de l'interroger sur le nom de jeune fille de sa défunte mère. Dubois se retourna vers l'estrade du juge.
Votre honneur, permettez-moi de présenter ma cliente sous sa véritable identité. Il ne s'agit pas simplement de Madame Chloé Montagne. Vous avez devant vous Chloé de Valois, la fille unique du regretté duc de Valois et l'unique héritière de l'empire bancaire et financier Valois international. Le son d'une simple épingle tombant sur le sol aurait eu l'impact d'un coup de feu. Nicolas Montagne se figea, tétanisé. Le sang déserta son visage à une vitesse telle qu'il sembla sur le point de perdre connaissance. De Valois. Les de Valois possédaient les murs de la luxueuse tour de bureau que Montagne Dynamique louait à prix d'or. Ils étaient les propriétaires du conglomérat d'assurance qui couvrait sa propre flotte de véhicules. Ils représentaient l'aristocratie de la vieille fortune, une puissance financière vertigineuse qui réduisait ses propres dizaines de millions d'euros à l'état de simple monnaie de poche. C'est purement impossible, murmura Nicolas dans un souffle coupé. Chloé tourna finalement la tête pour le regarder droit dans les yeux. L'épouse timide, soumise et abattue avait purement et simplement disparu. À sa place siégeait une femme arborant la prestance écrasante d'une reine et le regard impitoyable d'un bourreau. « Assieds-toi immédiatement, Nicolas » ordonna Chloé, d'une voix glaciale et dominatrice. « Nous ne faisons que commencer. » Le silence qui régnait dans la salle d'audience était d'une lourdeur insoutenable, le genre de silence oppressant qui précède le déchaînement d'une catastrophe naturelle majeure. Nicolas Montagne restait planté là, la bouche entr'ouverte, le regard oscillant follement entre le visage hiératique et implacable de Jean Dubois et la beauté froide et souveraine de la femme qu'il avait épousée. De Valois. Nicolas parvint enfin à recracher ce nom qui avait soudain le goût de la cendre dans sa bouche. C'est une absurdité sans nom. Le père de Chloé n'était qu'un mécanicien du dimanche vivant en Bretagne. Elle me l'a confessé elle-même. Chloé demeura assise, séant gracieusement croisée sur la table. Elle ne daigna pas prononcer une seule parole. Elle laissa à Jean Dubois le soin de mener la mise à mort. Le vieil avocat ajusta ses lunettes avec une lenteur calculée, tirant un document officiel de l'épais dossier de cuir. Ma cliente vous a effectivement confié que son père aimait réparer des objets et travailler de ses propres mains, corrigea doucement l'avocat. Le regretté duc de Valois était en effet un passionné invétéré de la restauration d'automobiles de collection très rares. Il consacrait la majeure partie de son temps libre dans son vaste garage d'Omanlal. Vous, monsieur Montagne, avez immédiatement conclu au terme de mécanicien car cela s'accordait parfaitement avec la narration réductrice que vous aviez construite autour de ma cliente. Vous la vouliez simple, misérable et fondamentalement inférieure à votre propre condition. Le juge Bernard s'éclaircit la voix. Toute l'arrogance et l'ennui qui le caractérisaient quelques minutes plus tôt s'étaient volatilisés, remplacés par la brillance d'une sueur nerveuse perlant sur son front. Il devait faire face à sa réélection imminente, et il était de notoriété publique que la puissante famille de Valois comptait parmi les plus généreux donateurs du comité de surveillance de la magistrature. Il ne pouvait en aucun cas se permettre d'être perçu comme brutalisant l'héritière du clan de Valois. Maître Dubois, intervint le juge, la voix trahissant un léger tremblement. Bien que cette révélation fracassante concernant l'illustre lignage de Madame Montagne soit pour le moins surprenante, cela modifie-t-il matériellement les fondements de cette affaire ? La partie plaignante demande purement et simplement l'exécution du contrat de mariage. Oh, mais nous sommes plus que ravis d'exiger l'application stricte et rigoureuse de ce contrat de mariage, votre honneur, rétorqua Jean Dubois, un sourire de prédateur étirant ses lèvres fines. L'avocat de Nicolas, Nicolas Moreau, releva brusquement la tête. C'était un homme doté d'une vive intelligence, et il savait pertinemment que lorsqu'un adversaire de la trempe de Jean Dubois se montrait soudainement conciliant, c'est qu'un piège mortel venait de se refermer. Un instant, je vous prie, murmura Moreau, sentant la panique l'envahir. Voyez-vous, poursuivit Dubois en arpentant l'espace devant l'estrade avec la grâce d'un félin. Monsieur Montagne s'est montré d'une exigence toute particulière lors de la rédaction de cet accord. Il a tenu à y inclure une clause de séparation totale et inaliénable des actifs. La clause 4, section B, pour être précis. Aucune des parties ne pourra formuler la moindre réclamation sur les actifs, les héritages ou les entreprises commerciales acquis par l'autre partie, que ce soit avant ou pendant la durée du mariage. Exactement, hurla presque Nicolas Montagne, retrouvant soudainement une part de son arrogance perdue. Cela signifie de manière indubitable qu'elle ne peut absolument pas poser la main sur mon entreprise. Elle ne peut pas toucher à ma fortune personnelle. Et cela signifie surtout que vous, monsieur Montagne, intervint Chloé pour la première fois, sa voix tranchant l'air de la salle comme une lame de rasoir finement aiguisée, ne pouvait en aucun cas poser la main sur la mienne. Nicolas ricana avec mépris.
Je n'en ai que faire de ton argent. Je possède largement le mien. Vraiment? Rétorqua Chloé avec un calme olympien. Elle se leva avec une lenteur majestueuse, se saisissant d'un document précis dans la pile de Jean Dubois. Car si l'on en croit cet avis de saisie immobilière, la société Montagne Dynamique est actuellement surendettée jusqu'à la moelle. Vous avez contracté un prêt d'une ampleur colossale pour financer votre expansion hasardeuse sur le marché asiatique, un prêt faramineux octroyé par le fonds d'investissement Capital Souverain. Nicolas blêmit à vue d'œil. Ce sont des informations commerciales d'une stricte confidentialité. Comment avez-vous pu? Je suis l'entité Capital Souverain, déclara Chloé d'une voix parfaitement posée. Les dernières couleurs qui subsistaient sur le visage de Nicolas disparurent intégralement. Manon, assise dans les gradins du public, laissa échapper un hoquet de stupeur audible dans toute la salle. Lorsque tu n'as pas réussi à obtenir le moindre prêt auprès des grandes institutions bancaires parce que ton crédit était déjà désespérément surexploité, expliqua Chloé en s'avançant lentement, avec la grâce d'un prédateur, vers la table de l'accusation. Tu es rentré à la maison en te plaignant amèrement que le système financier était truqué contre toi. Tu ignorais totalement que, ce soir-là, j'ai personnellement contacté mes administrateurs fiduciaires pour autoriser le déblocage des fonds via une société écran. J'ai financé de ma poche ton expansion, Nicolas. J'ai purement et simplement sauvé ta carrière du naufrage. C'est toi qui m'as prêté cet argent, murmura Nicolas dans un souffle, incapable de comprendre l'ampleur de sa ruine. Et tu as allègrement manqué tes 3 dernières échéances de remboursement des intérêts parce que tu étais beaucoup trop occupé à dilapider les fonds pour acheter des colliers de diamants hors de prix à ton assistante, ajouta Chloé, jetant un regard acéré en direction de Manon. Conformément aux termes stricts du contrat de prêt, que tu as paraphé sans même prendre la peine de le lire attentivement. Exactement comme tu as présumé avec arrogance que je signerais notre contrat de mariage sans l'examiner. Le prêteur possède le droit incontestable de réclamer l'exigibilité immédiate et totale de la somme principale en cas de défaut de paiement. Jean Dubois s'avança d'un pas ferme, abattant un lourd document certifié sur le pupitre du juge avec un bruit sec. Votre honneur, le fonds Capital Souverain exige par la présente le remboursement intégral et immédiat du prêt. Monsieur Montagne est redevable envers la fiducie de ma cliente d'une somme colossale, pénalité de retard et intérêts composés inclus. Étant donné qu'il ne dispose d'aucune liquidité suffisante, nous déposons une requête officielle visant à geler l'intégralité des actifs de Montagne Dynamique ainsi que les comptes personnels de Monsieur Montagne, et ce jusqu'à l'appurement complet de la dette. Objection formelle, hurla Nicolas Moreau en se levant brusquement. Il s'agit d'une embuscade inqualifiable. Nous sommes dans une audience de divorce, pas devant un tribunal de commerce gérant une faillite. Nous sommes bel et bien dans une audience de divorce, concéda le juge Bernard, examinant les documents accablants avec des yeux écarquillés par la stupeur. Cependant, la situation financière réelle des parties est d'une pertinence absolue, maître Moreau. Si votre client est endetté à ce point envers le fonds fiduciaire de son épouse, il est, à toute fin pratique, en état de cessation de paiement. J'ai ma fusion, s'égosilla Nicolas Montagne, abattant un poing rageur sur la table. L'opération de rachat de Technor sera finalisée de façon imminente. Cet accord représente une manne financière extraordinaire. Je serai en mesure de la rembourser intégralement à ce moment-là. Chloé le fixa avec une expression qui confinait presque à la pitié. Nicolas, tu n'écoutes vraiment jamais rien de ce que l'on te dit, n'est-ce pas? Elle se pencha vers lui, sa voix réduite à un murmure glacial que les microphones ultra-sensibles captèrent avec une netteté terrifiante. Je viens de te dire que je suis Technor. Mon défunt père a fait l'acquisition de Technor il y a bien longtemps. Cette entité fait partie intégrante du portefeuille de la famille de Valois. Nicolas la fixa avec une horreur absolue, les yeux exorbités. Non, il n'y a aucune fusion en cours, trancha Chloé avec une froideur assassine. J'ai ordonné l'annulation définitive de cette transaction tôt ce matin. L'entreprise Montagne Dynamique ne fera l'acquisition de rien du tout. Le cours de vos actions va s'effondrer dans les abîmes dès l'ouverture des marchés boursiers. Nicolas s'effondra lourdement dans le dossier de son fauteuil, arborant l'expression brisée d'un homme qui venait de recevoir un coup d'une violence inouïe en plein estomac. L'empire colossal qu'il s'imaginait avoir bâti à la sueur de son front, la richesse ostentatoire qui le persuadait de sa supériorité intrinsèque, tout cela n'était qu'un vaste mirage, une illusion entretenue par sa vanité. C'était elle, l'architecte de son succès. Cela avait toujours été elle. Monsieur le juge, reprit Jean Dubois en rajustant impeccablement sa veste de costume.
Étant donné que la partie plaignante est en état d'insolvabilité avérée et a délibérément tenté d'escroquer ma cliente en dissimulant la nature désastreuse de son endettement, nous demandons formellement le rejet immédiat de sa demande de divorce selon ses propres conditions mensongères. Nous déposons une plainte reconventionnelle exigeant la dissolution totale du mariage pour faute grave, fondée sur l'adultère public et la malversation financière caractérisée. De surcroît, nous réclamons la prise de possession immédiate et inconditionnelle du domicile conjugal, le domaine Montagne en Provence, puisque ce dernier a été imprudemment utilisé comme garantie collatérale pour le prêt désormais en défaut de paiement. Le juge Bernard ne montra pas la moindre hésitation. Il abattit violemment son maillet de bois. Requête accordée dans son intégralité. L'ensemble des actifs est gelé avec effet immédiat. Le domicile conjugal est restitué à Madame de Valois sans le moindre délai. Monsieur Montagne, vous avez l'ordre d'évacuer les lieux immédiatement. Nicolas releva la tête, le regard empreint d'une folie désespérée. Vous n'avez pas le droit de me faire ça. Je suis Nicolas Montagne. Plus maintenant, rétorqua Chloé en lui tournant froidement le dos. Désormais, tu n'es rien de plus qu'un occupant sans droit ni titre en situation d'intrusion. La pluie avait cessé de s'abattre sur la ville lorsque Nicolas trébucha hors du palais de justice, mais la tempête dévastatrice qui ravageait sa vie ne faisait que commencer. Une horde frénétique de journalistes fondit sur lui. En temps normal, Nicolas vénérait la presse. Il se nourrissait de l'attention médiatique. Mais en ce jour funeste, chaque question posée agissait comme un poignard s'enfonçant dans sa chair. Monsieur Montagne, est-il exact que vous êtes ruiné? Est-il vrai que votre épouse contrôle l'intégralité de votre société? Allez-vous être expulsé de votre domaine? Il se fraya un chemin à travers la marée humaine avec brutalité, repoussant violemment un caméraman sur le trottoir. Manon trottinait pitoyablement derrière lui, luttant pour ne pas trébucher sur ses talons aiguilles vertigineux. Elle arborait un masque de terreur pure. La maîtresse arrogante et sûre de son fait, qui plastronnait fièrement quelques heures plus tôt, s'était évaporée. « Nicolas, attends-moi » cria-t-elle en s'agrippant désespérément à la manche de son costume alors qu'ils atteignaient enfin la sécurité relative de la limousine. « Qu'est-ce que tout cela signifie? Qu'en est-il du luxueux appartement que tu m'avais solennellement promis? Qu'en est-il de nos vacances somptueuses sur la Côte d'Azur? » Nicolas pivota brutalement, le visage congestionné, violacé par une fureur incontrôlable. « Ferme-la. Tais-toi immédiatement, Manon. N'es-tu pas capable de comprendre ce qui est en train de se produire? Elle s'est jouée de moi. Elle m'a manipulé avec une maestria diabolique tout au long de notre mariage. Il se jeta avec une violence rageuse sur la banquette arrière du véhicule. Manon hésita une fraction de seconde avant de grimper à ses côtés. Le chauffeur, Nicolas Durand, un employé fidèle qui travaillait pour Nicolas depuis de nombreuses années, croisa le regard de son patron dans le rétroviseur central. « Quelle est notre destination, monsieur Montagne ?» Au siège de l'entreprise, cracha Nicolas avec une agressivité animale. « Conduisez à tombeau ouvert. Je dois impérativement m'adresser au conseil d'administration avant qu'elle ne parvienne à les corrompre. » Il sortit son téléphone portable d'une main tremblante et composa fébrilement le numéro de Nicolas Martin, son directeur financier. L'appel bascula directement sur la messagerie vocale. Il tenta ensuite de joindre le président du conseil, Jean Lambert, un homme d'une sévérité légendaire. Messagerie vocale également. Malédiction, hurla Nicolas en projetant violemment son appareil contre le cuir immaculé de la banquette opposée. Nicolas, murmura Manon, se recroquevillant dans le coin le plus éloigné de l'habitacle. Peut-être. Peut-être devrions-nous simplement lui présenter nos excuses, compte tenu de l'immensité de sa fortune. Peut-être qu'elle consentira à t'accorder une généreuse indemnité de départ, juste pour se débarrasser de toi. Nicolas éclata d'un rire dément, un son rauque et effrayant. Présenter des excuses à Chloé? Elle n'était qu'une serveuse insignifiante. Manon, je l'ai sauvée d'une existence misérable à servir des cafés tièdes. Elle devrait me vouer une gratitude éternelle pour avoir daigné l'épouser. Tout ceci n'est qu'un monstrueux malentendu. Dès que j'aurai clarifié la situation devant le conseil d'administration, dès que je leur aurai expliqué qu'il ne s'agit là que des manigances d'une ex-épouse aigrie cherchant à saboter notre entreprise, ils se rangeront immanquablement de mon côté. Je suis le fondateur visionnaire de cette société. Ils sont totalement incapables de diriger Montagne Dynamique sans ma supervision. La lourde voiture freina dans un crissement strident devant l'imposante tour de verre étincelante abritant le siège de l'entreprise.
Nicolas n'attendit pas que son chauffeur vienne lui ouvrir la portière. Il s'en extirpa comme un forcené et traversa le vaste hall d'accueil au pas de charge. La jeune réceptionniste, qui l'accueillait habituellement avec un sourire obséquieux et radieux, baissa précipitamment les yeux vers son bureau, évitant soigneusement de croiser son regard. Le chef de la sécurité, toujours si prompt à le saluer militairement, feignit d'être soudainement absorbé par une communication sur son émetteur-récepteur. Nicolas les ignora superbement, martelant de son index le bouton d'appel de l'ascenseur privé. « Allez. Dépêche-toi. » Lorsque les doubles portes métalliques s'ouvrirent enfin sur le dernier étage, celui abritant la direction exécutive, une atmosphère lourde, profondément anormale, le frappa de plein fouet. En temps normal, l'endroit bourdonnait d'une énergie créatrice et frénétique. Aujourd'hui, un silence sépulcral y régnait. Des employés au visage grave emballaient méthodiquement leurs effets personnels dans des cartons. Nicolas courut presque dans le long couloir feutré en direction de la salle du conseil. Les portes massives en verre dépoli étaient hermétiquement closes. Il pouvait néanmoins discerner les ombres mouvantes des personnes réunies à l'intérieur. « Ils osent tenir une réunion stratégique en mon absence », siffla-t-il, la rage déformant ses traits. Il ouvrit les portes à la volée avec une violence théâtrale. Que diable se passe-t-il ici? Le brouhaha cessa instantanément, laissant place à un silence de plomb. Autour de la majestueuse table ovale siégeaient les 12 membres influents du conseil d'administration. À la place d'honneur, dans son propre fauteuil de président, était installé un homme qu'il n'avait jamais vu de sa vie. C'était un individu d'une grande jeunesse, aux traits acérés et impitoyables, vêtu d'un costume sur mesure dont le prix dépassait de loin la valeur du véhicule personnel de Nicolas. « Vous êtes en retard, monsieur Montagne », déclara le jeune inconnu d'une voix parfaitement posée. « Qui êtes-vous » exigea Nicolas en avançant d'un pas menaçant. « Libérez mon siège immédiatement. »« Jean, pourquoi ce parfait inconnu occupe-t-il ma place ?» Jean Lambert, le président du conseil, refusa de croiser le regard de Nicolas. Il garda les yeux obstinément fixés sur les épais dossiers étalés devant lui. « Nicolas, je vous prie de bien vouloir vous asseoir. »« Je refuse catégoriquement de m'asseoir, » rugit Nicolas, postillonnant de rage. « Je suis le président directeur général incontesté de cette entreprise. J'exige des explications immédiates. » L'explication, rétorqua le jeune homme siégeant à la tête de la table avec une froideur chirurgicale, réside dans le fait que vous ne détenez plus la majorité des droits de vote au sein de cette société. C'est un mensonge éhonté, cracha Nicolas. Je possède personnellement la majorité absolue des actions avec droit de vote. Vous la possédiez, en effet, corrigea l'inconnu d'un ton glacial. Cependant, vous avez eu l'imprudence de mettre en gage une large proportion de ces mêmes actions pour garantir une ligne de crédit personnel astronomique contractée auprès du fonds d'investissement Avant-Garde il y a de cela plusieurs années. Une ligne de crédit sur laquelle vous avez été déclaré en défaut de paiement ce matin même, lorsque l'intégralité de vos actifs a été gelée par ordonnance du tribunal. Nicolas se figea, frappé de stupeur. Il avait purement et simplement oublié l'existence de cette dette envers le fonds d'investissement Avant-Garde. Ce n'était qu'un modeste crédit relais qu'il avait contracté avec désinvolture pour financer l'achat de son somptueux yacht. Le fonds a exigé le remboursement immédiat de la créance, poursuivit le jeune homme impitoyablement, et ils ont par conséquent exercé leur droit légal de saisie sur la garantie. Ils ont ensuite procédé, sans le moindre délai, à la vente de ce bloc d'actions décisif à un investisseur privé. Qui ? Murmura Nicolas, bien que son instinct lui hurlât déjà la terrifiante vérité. L'angoisse qui se répandait dans ses entrailles était froide, lourde, paralysante. La porte latérale, réservée à la direction, s'ouvrit sans bruit. Chloé fit son entrée. Elle s'était départie du tailleur bon. Marché et misérable qu'elle portait au tribunal. Elle arborait désormais un tailleur pantalon blanc, d'une coupe magistrale et d'une élégance féroce, qui irradiait une autorité absolue. Ses cheveux étaient tirés en arrière, rassemblés en un chignon strict et sophistiqué. Elle ne ressemblait en rien à une serveuse. Elle ressemblait très exactement à ce qu'elle était dans les faits, la femme qui possédait le bâtiment dans lequel il se trouvait, et bien plus encore. « Bonjour, Nicolas », prononça-t-elle avec une douceur feinte, chargée de poison. « C'est toi qui as racheté ces actions », balbutia Nicolas, la voix étranglée par la panique. « J'ai racheté la dette », le corrigea Chloé avec une précision létale. « Et, par voie de conséquence, j'ai fait l'acquisition des parts. » « C'est même par qui ?»
une fois combinée à celle que le fonds fiduciaire de ma famille acquiert discrètement et patiemment depuis de longs mois, porte ma participation totale dans Montagne Dynamique à une majorité écrasante. Elle s'avança avec une majesté féline vers la tête de la table. Le jeune homme en costume se leva prestement et s'écarta avec une déférence marquée. Chloé posa ses mains fines et manucurées sur le dossier de l'imposant fauteuil en cuir noir. Le fauteuil de Nicolas. Je suis désormais l'actionnaire majoritaire de cette entité, annonça Chloé en balayant l'assemblée des membres du conseil de son regard implacable. Et ma toute première motion en ma qualité de propriétaire majoritaire est de soumettre au vote une motion de défiance immédiate à l'encontre du président-directeur général actuel, Nicolas Montagne, pour cause de négligence financière inexcusable, d'atteinte grave à la réputation de l'entreprise et de fraude corporative avérée. Motion appuyée, déclara Jean Lambert sans la moindre hésitation, consentant enfin à regarder Nicolas avec un dégoût viscéral. Vous nous avez effrontément menti au sujet de la fusion avec Technor, Nicolas. Vous nous aviez garanti que l'accord était conclu. Vous aviez soigneusement omis de nous préciser que vous tentiez, en réalité, d'acquérir de manière hostile l'entreprise appartenant légitimement à votre propre épouse. Je demande le licenciement immédiat et sans indemnité, trancha Chloé. Qui vote en faveur de cette motion ? Interrogea solennellement Jean Lambert. Toutes les mains autour de l'imposante table se levèrent à l'unisson. Nicolas Montagne, déclara Chloé d'une voix dépouillée de toute émotion humaine. Vous êtes renvoyé. Le service de sécurité va se charger de vous escorter hors de ces murs. Vous disposez d'un délai minime pour vider votre bureau personnel. Vous n'êtes autorisé à n'emporter que vos effets strictement personnels. Tout le matériel appartenant à l'entreprise, ordinateur portable, téléphone, clé des véhicules de fonction, doit rester sur place. Tu n'as pas le pouvoir de faire ça, hurla Nicolas, perdant toute contenance et se jetant dans sa direction. Deux agents de sécurité d'une carrure impressionnante, qui se tenaient dissimulés dans les ombres de la pièce, s'interposèrent instantanément, formant un mur de muscles infranchissables. L'un d'eux empoigna fermement le bras de Nicolas. « Ne posez pas vos mains sur moi », beugla Nicolas en se débattant frénétiquement. J'ai construit cet empire de mes propres mains. Cette société m'appartient. Elle ne t'a jamais appartenu, Nicolas, répliqua Chloé, le regard teinté d'une tristesse lointaine mais d'une fermeté inébranlable. Tu l'as bâtie sur mes propres fonds, en t'appuyant sur mon soutien indéfectible et en abusant de mon inépuisable patience. Et tu as délibérément tout saccagé parce que, dans ta vanité, tu t'es imaginé que tu pouvais trouver mieux ailleurs. Elle porta son regard au-delà de lui, vers l'embrasure de la porte où Manon se tenait, tétanisée, observant le naufrage avec une horreur absolue. « Et vous » lança Chloé à l'adresse de la maîtresse. « Manon, n'est-ce pas » Manon hocha la tête, tremblant de tous ses membres comme une feuille morte. « Vous occupez le poste d'assistante de direction exécutive, est-ce bien exact » « Oui. »« Oui, Madame de Valois, balbutia Manon, le teint livide. »« Vous êtes également licenciée, » trancha Chloé sans appel. « Pour inefficacité notoire et faute professionnelle d'une gravité inacceptable. Videz votre bureau. » Chloé prit place avec une autorité naturelle dans le grand fauteuil directorial, reportant son attention aiguisée sur le conseil d'administration abasourdi. « Bien, messieurs, entamons les discussions sur la manière dont nous allons nettoyer ce cloaque et procéder à un changement de nom radical. Montagne Dynamique traîne désormais une réputation bien trop sulfureuse. » Tandis que les agents de sécurité traînaient sans ménagement un Nicolas Montagne hurlant et gesticulant hors de la pièce, la toute dernière vision qui s'imprima dans sa rétine fut celle de son ex-épouse. Cette même femme qu'il avait rejetée quelques heures plus tôt avec la négligence que l'on réserve aux détritus, prenant le contrôle absolu de la seule chose qu'il eût jamais véritablement chérie au monde. Le trottoir en contrebas, devant l'imposant bâtiment, était fait d'un béton froid, dur et inhospitalier. Le contraste était d'une violence absolue avec la douceur luxueuse des tapis persans sur lesquels Nicolas avait l'habitude de fouler. Les deux gardes de sécurité, des hommes dont il avait copieusement ignoré l'existence pendant de longues années, des employés dont il n'avait jamais daigné retenir les prénoms, laissèrent tomber un vulgaire carton à ses pieds. Le récipient toucha le sol avec un bruit mat et pathétique.
À l'intérieur s'entassait pêle-mêle une agrafeuse de bureau, une photographie encadrée le montrant en train de serrer la main d'un ministre, et un flacon de parfum de luxe à moitié vide. Monsieur Montagne, déclara le garde le plus imposant d'une voix totalement dépourvue de la moindre trace de compassion. Vous êtes formellement interdit d'accès à l'ensemble de cette propriété. Si vous tentez par quelque moyen que ce soit de pénétrer à nouveau dans ces locaux, nous avons reçu l'autorisation explicite de faire usage de la force physique et de solliciter l'intervention immédiate des forces de l'ordre. Nicolas rajusta le nœud de sa cravate en soie, tentant vainement de sauver une infime parcelle de sa dignité piétinée. Vous commettez une erreur d'une gravité incalculable. Je reviendrai en force. Je traînerai l'intégralité de cette entreprise devant les tribunaux jusqu'à la réduire en cendres. Je vous souhaite bien du courage pour cela, monsieur, rétorqua sèchement le garde en lui tournant le dos et en activant son émetteur-récepteur. L'individu a été expulsé du périmètre de sécurité. Nicolas pivota vers le bord du trottoir où sa somptueuse limousine noire l'attendait, le moteur ronronnant doucement. Son chauffeur, Nicolas Durand, se tenait droit près de la portière arrière. Nicolas laissa échapper un long soupir, soulagé. Au moins, il conservait l'usage de ce véhicule. Il pourrait se rendre directement à son club privé, reprendre ses esprits et mobiliser son réseau de contacts influents. Durand, conduisez-nous immédiatement au Ritz, ordonna Nicolas en tendant la main vers la poignée chromée de la portière. Le chauffeur fit un pas de côté, s'interposant physiquement entre la voiture et son ancien patron. J'en suis au regret, monsieur Montagne, mais cela m'est impossible. Nicolas cligna des yeux, incrédule. Je vous demande pardon, Durand ? C'est moi qui paie votre salaire. Ouvrez cette portière à l'instant. Pour être tout à fait précis, monsieur, répondit Nicolas Durand avec une impassibilité de marbre. C'est l'entreprise qui paie mon salaire. Et la nouvelle présidente directrice générale, Madame de Valois, vient tout juste de diffuser une note de service extrêmement claire. L'ensemble de la flotte automobile de la société est dorénavant réservé au seul usage du personnel dûment autorisé. Votre nom a été purement et simplement rayé de la liste. C'est moi qui ai acheté ce véhicule, hurla Nicolas, sa voix se brisant sous le coup de la panique et de l'humiliation. Il s'agit d'un véhicule pris en location longue durée par l'entreprise, monsieur, le corrigea platement le chauffeur. Il porta son regard au-delà de la silhouette effondrée de Nicolas. Mademoiselle Manon, la direction a généreusement autorisé un transport de courtoisie exceptionnel et unique pour vous reconduire à votre domicile afin que vous puissiez y rassembler vos effets personnels, mais cette autorisation vous concerne exclusivement. Nicolas pivota sur ses talons pour faire face à Manon. Elle se tenait à quelques pas de là, crispée, serrant frénétiquement son sac à main de grand couturier, ses yeux effarés passant alternativement de l'état pitoyable de Nicolas à l'intérieur chaleureux, sec et luxueux de la berline. Manon, mon amour, plaida Nicolas en forçant un sourire qui ressemblait à une grimace désespérée. N'écoute pas les élucubrations de ce sous-fifre. Nous allons héler un taxi. Nous allons nous rendre dans mon Pantouse de luxe. Je vais régler toute cette affaire en un clin d'œil. Manon le dévisagea longuement. Elle observa ses cheveux ébouriffés par le vent, son visage empourpré, tordu par la colère, et le misérable carton rempli de babioles qui reposait à ses pieds. Puis, elle contempla le confort absolu de la limousine. Nicolas, finit-elle par dire d'une voix aiguë, tendue à l'extrême. Tu es criblé de dettes à hauteur de dizaines de millions d'euros. Tu ne possèdes absolument plus le moindre Pantouse. Tu n'as même plus de travail. Je possède un potentiel inestimable. Je possède un carnet d'adresses d'une puissance insoupçonnée, supplia Nicolas en faisant un pas désespéré dans sa direction. Mon bébé, nous formons une équipe redoutable. C'est toi et moi contre le reste du monde. Tu ne t'en souviens pas ? Manon recula précipitamment, une expression de répulsion sincère et profonde altérant les traits de son visage. Je n'ai jamais signé pour me battre contre le reste du monde, Nicolas. J'ai signé pour bronzer sur le pont du yacht. J'ai signé pour les villas fastueuses sur la Côte d'Azur. Si tu es complètement ruiné, tu n'es plus qu'un homme vieillissant, affublé d'un caractère épouvantable et visé par une procédure de saisie immobilière.
Elle le contourna prestement et se glissa avec empressement sur la banquette arrière de la limousine. « Manon !» hurla Nicolas à plein poumon au moment où elle claquait la portière. Nicolas Durand s'installa au volant. La vitre teintée s'abaissa de quelques centimètres. Seul le regard froid de Manon était visible. « Ne t'avise surtout pas de m'appeler » siffla-t-elle. « Je vais faire changer mon numéro de téléphone dès aujourd'hui. » La vitre remonta dans un léger bourdonnement électrique. La lourde voiture s'éloigna avec fluidité, s'intégrant dans le flot dense de la circulation parisienne, laissant Nicolas Montagne totalement seul, abandonné sur le bord du trottoir avec sa misérable boîte de fournitures de bureau. Il resta planté là pendant un temps infini, son cerveau engourdi se révélant incapable de traiter la fulgurance inouïe de sa chute vertigineuse. Il y a si peu de temps, il trônait comme un titan de l'industrie. Il n'était plus, à présent, qu'un misérable piéton parmi tant d'autres. Très bien, marmonna-t-il, empli d'une amertume fielleuse, en assénant un violent coup de pied dans la boîte en carton. Je n'ai que faire de ces parasites. J'ai de véritables amis sur qui compter. Il extirpa son téléphone portable personnel de la poche de sa veste. Il composa avec fébrilité le numéro de Nicolas Garnier, un puissant banquier d'affaires avec lequel il partageait une partie de golf dominical depuis bien longtemps. Garnier avait une dette immense envers lui. Nicolas lui avait secrètement distillé des informations privilégiées qui lui avaient permis d'engranger des millions d'euros de profits illicites. La tonalité retentit, interminable. « Allô ?» répondit enfin la voix de Nicolas Garnier. « Nicolas, Dieu soit loué !» s'exclama Montagne en tentant de masquer son désespoir derrière un masque de fausse bravoure. « Écoute, je traverse une mauvaise passe passagère. Une tentative de rachat hostile totalement absurde, combinée au drame d'une ex-épouse hystérique. Tu connais la chanson. J'ai un besoin urgent d'un endroit où passer la nuit en toute discrétion et, possiblement, d'un crédit relais de courtoisie. Juste une bagatelle pour me permettre de remettre mon armée d'avocats en ordre de bataille. » Un silence pesant, glacial, s'abattit sur la ligne téléphonique. Nicolas finit par articuler Garnier d'un ton coupant comme le verre. La nouvelle a fait le tour de la ville. Oui, la situation est chaotique, je le concède, mais je m'en relèverai sans la moindre difficulté. J'ai simplement besoin. Tu ne m'écoutes pas, Nicolas. Le banquier l'interrompit brutalement. J'ai été informé de l'identité réelle de ton épouse. C'est une de Valois. Et alors, grand Dieu? Alors? La Banque Valois Internationale valide l'intégralité des transactions internationales de ma propre firme, siffla Garnier, la panique perçant dans sa voix. Si l'on m'aperçoit ne serait-ce qu'en train de t'offrir un simple café, et à plus forte raison si je t'accorde un prêt, ma firme entière pourrait être placée sur liste noire. Je serais anéanti, ruiné jusqu'à la dernière génération. Nous sommes des amis intimes, Nicolas. Nous étions de simples partenaires de golf, Nicolas. Il y a un gouffre entre les deux. Je t'interdis de composer ce numéro à l'avenir. La communication fut coupée net. Nicolas fixa l'écran noir de son appareil avec une incrédulité douloureuse. Il tenta frénétiquement de composer un autre numéro, puis un autre encore. Le résultat fut invariablement, implacablement identique. Des rejets paniqués, des raccrochages au nez, ou simplement la tonalité morne d'une messagerie vocale à laquelle aucun de ses soi-disant amis ne donnerait jamais suite. L'élite mondaine de la capitale, ces mêmes personnes qui s'esclaffaient à ses moindres plaisanteries et s'enivraient de son champagne hors de prix, avaient formé une phalange impénétrable pour l'exclure de leur cercle. Ils avaient perçu l'odeur du sang dans l'eau, et ils savaient pertinemment que le requin qui était en train de le dévorer vivant était d'une envergure bien trop gigantesque pour qu'ils osent l'affronter. Il consulta avec angoisse l'application de sa banque personnelle sur son téléphone. Accès formellement refusé. Compte gelé par ordonnance stricte d'un tribunal. Il vérifia le statut de ses cartes de crédit Platinum. Statut annulé. Il fouilla désespérément le fond de ses poches. Il n'y trouva qu'un misérable billet froissé de 20 € et un paquet de chewing-gum entamé. La pluie s'abattit de nouveau sur la ville. Nicolas marcha pendant des kilomètres jusqu'à trouver un motel sordide, relégué dans la périphérie lugubre du quartier des affaires.
L'enseigne en néon crépitait de façon sinistre dans la nuit humide, affichant le nom du lieu Hôtel de l'Étoile. Un panneau clignotant précisait que des tarifs horaires étaient proposés à la clientèle. Il claqua son unique billet de 20 € sur le comptoir graisseux. Le réceptionniste de nuit, un homme à l'hygiène douteuse dont la chemise était maculée de taches suspectes, ne daigna même pas détourner le regard de l'écran de son petit téléviseur. Chambre 104. La serrure est capricieuse. Ne vous avisez pas de voler les serviettes. Nicolas pénétra dans la petite chambre crasseuse. L'endroit empestait violemment le tabac froid, l'humidité croupie et le désespoir. Il se laissa lourdement tomber sur le matelas défoncé, vêtu de son complet sur mesure dont le prix aurait pu nourrir une famille entière. Il enfouit son visage dans ses mains tremblantes. Une rage volcanique, inextinguible, commença à bouillonner dans les tréfonds de son estomac noué par la faim et l'angoisse. Cette situation était d'une injustice criante. Elle lui avait menti avec une perfidie inouïe. Elle lui avait tendu un piège machiavélique. Elle s'imagine sans doute avoir remporté la partie, murmura Nicolas au mur tapissé de papier peint qui se décollait par lambeaux. Elle s'imagine qu'elle peut m'effacer de la surface de la terre d'un simple claquement de doigts. Mais je détiens des informations. Je sais exactement où elle a enfoui ses secrets les plus inavouables. Un souvenir précis refit soudainement surface dans son esprit tourmenté. Lors de leur emménagement dans le somptueux domaine Montagne en Provence, Chloé avait exigé, avec une fermeté qui l'avait alors surpris, qu'une pièce entière de la demeure fermée à double tour en permanence. Elle l'appelait son studio de création privée. Elle avait prétendu que c'était le sanctuaire où elle s'adonnait à la peinture de toile. Nicolas, qui se désintéressait royalement des loisirs insignifiants de son épouse, n'avait jamais pris la peine d'y jeter un œil. Il avait respecté cette consigne uniquement parce que l'activité de sa femme lui importait moins que rien. Mais à cet instant précis, plongé dans la misère de sa chambre de motel, une question cruciale s'imposa à lui: pour quelle raison obscure une simple serveuse aurait-elle exigé l'usage exclusif d'un studio privé barricadé? Pour quelle raison inavouable l'héritière du clan de Valois se cacherait-elle derrière le masque d'un mariage de façade avec le dirigeant de niveau intermédiaire d'une société quelconque? Il devait immanquablement y avoir des cadavres cachés dans les placards de cette chambre secrète, un scandale d'une ampleur cataclysmique, un secret d'une noirceur telle qu'il l'avait poussé à fuir sa propre famille si puissante à l'origine. S'il parvenait à mettre la main sur ces informations compromettantes, il pourrait la faire chanter. Il pourrait récupérer chaque centime de sa fortune confisquée. Nicolas se releva brusquement, un plan machiavélique et désespéré prenant forme dans son esprit enfiévré. Il possédait encore, attaché à son trousseau, la clé d'urgence ouvrant la discrète grille du jardin à l'arrière du domaine. Les agents de sécurité de l'entreprise l'avaient ignoré parce que son design astucieux imitait à la perfection un simple décapsuleur. Il n'allait pas retourner supplier les tribunaux. Il allait s'infiltrer dans sa propre demeure. En pleine nuit, sous un ciel sans lune, Nicolas gara son véhicule de location, une modeste berline cabossée qu'il avait réussi à louer en vendant sa montre de luxe à un prêteur sur gage douteux, sur le parking d'une supérette ouverte en continu. Située à une bonne distance du domaine Montagne en Provence. Il entama une marche éreintante à travers le sous-bois dense, la boue épaisse et collante ruinant irrémédiablement ses coûteux souliers italiens en cuir pleine fleur. La silhouette imposante du domaine se dessinait dans l'obscurité lointaine, masse sombre et totalement silencieuse. Il connaissait par cœur les rondes effectuées par le personnel de sécurité. Il connaissait l'emplacement exact et l'angle mort de chaque caméra de vidéosurveillance. C'était lui, après tout, qui avait supervisé leur installation. Il atteignit enfin la petite porte dérobée au fond du jardin. Sa main était secouée de violents tremblements lorsqu'il inséra le décapsuleur déguisé dans le mécanisme. La clé tourna. Un léger cliquetis métallique se fit entendre. Le mécanisme fonctionnait toujours. Un rictus sauvage déforma son visage alors qu'il se glissait à l'intérieur de l'enceinte de la propriété. Il progressa furtivement, utilisant l'ombre protectrice des immenses et parfaitement taillés pour dissimuler son avance. La maison principale était plongée dans les ténèbres. Chloé dormait très probablement du sommeil du juste dans la chambre de maître, sa chambre à lui. Cette simple pensée fit bouillir le sang dans ses veines,
mais il refoula sa rage au plus profond de lui-même. Il avait un besoin vital d'un moyen de pression, et non d'une confrontation directe et stérile. Pas pour l'instant, du moins. Il contourna habilement le système d'alarme de haute sécurité en sectionnant le câble d'alimentation externe relié au boîtier principal situé près des garages, une faille critique de l'installation qu'il s'était juré de réparer maintes et maintes fois sans jamais trouver le temps de le faire. Avec l'aide d'un outil de fortune, il fit levier sur le châssis de la fenêtre de la cuisine et l'ouvrit sans un bruit. Il se laissa glisser avec souplesse sur le carrelage froid, retenant son souffle à s'en faire éclater les poumons. Le silence était total. Il se déplaça à travers les vastes pièces de la demeure comme un spectre errant. L'endroit semblait intrinsèquement différent. L'air qui y circulait dégageait une odeur nouvelle, plus légère, plus pure. Ces statues ostentatoires et dorées à la feuille d'or, qui trônaient jadis dans le salon, avaient disparu. Les lourds et étouffants rideaux de velours cramoisi avaient été décrochés. Même plongée dans l'obscurité, il pouvait sentir physiquement qu'elle avait déjà pris le soin d'effacer la moindre trace de ses goûts douteux de cette maison. Il atteignit enfin le palier du premier étage et se tint devant la porte massive du fameux studio privé. Elle était, comme il s'y attendait, solidement verrouillée. Nicolas sortit un tournevis robuste qu'il avait subtilisé dans la boutique du prêteur sur gage et le força violemment dans le barillet de la serrure. La subtilité n'était plus du tout à l'ordre du jour. Il appliqua une torsion brutale. Le bois de qualité céda dans un craquement sinistre. La porte s'ouvrit à la volée. Nicolas alluma instantanément la petite lampe torche qu'il avait apportée et fit un pas à l'intérieur. Il s'attendait à y découvrir un coffre-fort blindé, des liasses de billets de banque entassés jusqu'au plafond, ou peut-être une correspondance amoureuse sulfureuse et compromettante. En lieu et place de ces fantasmes de chantage, le faisceau lumineux révéla une chambre d'enfant. Les murs de la vaste pièce étaient recouverts d'une peinture d'un jaune pastel d'une douceur infinie. Dans un angle se dressait un magnifique berceau en bois sculpté, recouvert avec soin d'une housse de protection immaculée. Une chaise à bascule traditionnelle complétait le mobilier. Et sur les murs des centaines de photographies encadrées avec amour. Nicolas fit un pas chancelant vers le centre de la pièce, son cœur frappant contre ses côtes avec la violence d'un marteau-piqueur. Ces photographies représentaient un bébé, un petit garçon au sourire angélique. Il vit des portraits bouleversants de Chloé serrant tendrement l'enfant contre elle. Elle y apparaissait d'une jeunesse éclatante, rayonnante d'un bonheur pur, mais ses traits étaient également marqués par une fatigue d'une profondeur insondable. Il aperçut des photographies d'un homme d'un âge mûr, le duc de Valois en personne, tenant l'enfant dans ses bras avec une fierté évidente. Et puis, la lumière de sa torche accrocha un document officiel, froidement encadré sous verre au centre du mur principal un certificat de décès. Alexandre de Valois-Montagne. Nicolas se figea, le sang glacé dans ses veines. Il calcula mentalement la chronologie des événements. La tragédie s'était abattue sur elle peu avant le moment de leur première rencontre. Il baissa le faisceau de sa lampe vers le lourd bureau d'époque qui trônait au centre de la pièce. Un épais journal intime à la couverture de cuir usé y reposait, grand ouvert. Il s'approcha lentement et éclaira les pages noircies d'encre. L'écriture fine et élégante était incontestablement celle de Chloé. Entrée du journal. Je ne parviens plus à supporter l'atmosphère étouffante du domaine familial. Partout où mon regard se pose, je revois le visage de mon petit Alexandre. Mon père tente désespérément de m'apporter du réconfort, mais son propre chagrin est trop assourdissant, trop lourd à porter. J'éprouve le besoin vital de fuir, de me réfugier dans un endroit où je ne suis absolument personne. Un endroit où je ne serai plus l'héritière qui a tragiquement perdu son enfant. J'ai un besoin viscéral de devenir invisible aux yeux du monde. Je vais quitter ce milieu. Je vais adopter une nouvelle identité. Mon seul et unique désir est de mener une existence d'une banalité absolue. Je veux trouver un homme qui m'aimera pour ce que je suis intrinsèquement, et non pour la tragédie insupportable que je traîne derrière moi. Autre entrée. J'ai fait la connaissance d'un homme prénommé Nicolas aujourd'hui. Il est dévoré par l'ambition, parfois un peu trop bruyant, mais il ignore tout de ma véritable identité. Il ne me regarde jamais avec cette pitié dégoulinante que je fuyais. À ses yeux, je ne suis qu'une simple serveuse.
C'est d'une fraîcheur revigorante. Peut-être parviendrai-je à bâtir une nouvelle existence paisible à ses côtés. Peut-être m'aidera-t-il à oublier, ne serait-ce qu'un peu, l'atrocité de ma douleur. Nicolas laissa échapper le journal, qui retomba lourdement sur le bureau. Ses mains étaient secouées de tremblements incontrôlables. Elle n'avait jamais cherché à dissimuler le moindre crime odieux. Elle s'était évertuée, avec l'énergie du désespoir, à dissimuler son propre deuil, une douleur à vous briser l'âme. Elle avait consenti à l'épouser uniquement parce qu'il représentait à ses yeux une échappatoire illusoire à une tragédie indicible. Elle aspirait simplement à une vie dénuée de complexité. Et lui, dans sa bassesse d'esprit, l'avait traitée comme un vulgaire accessoire décoratif. Il l'avait cruellement raillée pour son apparente simplicité, ignorant que c'était précisément cet anonymat désespéré qu'elle recherchait pour survivre à la perte de son enfant. As-tu finalement trouvé ce que tu venais chercher avec tant d'acharnement, Nicolas? La voix féminine s'éleva, calme et tranchante, depuis les ténèbres épaisses du couloir, dans son dos. Nicolas sursauta violemment, pivotant sur lui-même et lâchant sa lampe torche, qui roula sur le parquet avec un bruit sourd. Les puissants plafonniers de la pièce s'allumèrent brusquement, l'éblouissant douloureusement pendant une fraction de seconde. Chloé se tenait debout, encadrée par l'embrasure de la porte brisée. Elle était vêtue d'un élégant peignoir de soie fluide, les bras fermement croisés sur sa poitrine. Son visage ne trahissait pas la moindre once de colère. Elle semblait simplement imprégnée d'une insondable lassitude. Derrière elle se tenait, droit comme un i, Jean Dubois, flanqué de 2 colosses qui n'appartenaient manifestement pas au service de sécurité habituel. Ils portaient des gilets tactiques de haute protection. Tu balbutia Nicolas, reculant précipitamment jusqu'à heurter le bois du berceau. Tu as eu un enfant. C'est la vérité, murmura Chloé avec une douceur infinie. Son petit cœur n'était pas assez vigoureux pour survivre. Je me suis enfuie loin de mon monde pour pouvoir le pleurer en paix, sans le poids des conventions de mon milieu. J'ai croisé ta route et je m'étais stupidement persuadée. Je m'étais dit que si je t'aimais avec assez de force, si je t'apportais un soutien suffisamment inconditionnel, je parviendrais peut-être à combler le vide béant et sanglant qui ravageait mon propre cœur. Elle fit un pas mesuré à l'intérieur du sanctuaire profané, ses yeux durcissant subitement, retrouvant leur froideur d'acier. Mais tu t'es révélé être un puissant fond, Nicolas. Un trou noir absorbant toute lumière. Tu as exigé la totalité de ce que j'avais à t'offrir, pour en réclamer perpétuellement davantage. Et lorsque j'ai été dans l'incapacité de t'apporter sur un plateau d'argent le statut social éclatant que tu convoitais avec tant de frénésie, tu m'as purement et simplement jeté aux ordures. Je n'en avais pas la moindre idée, pleurnicha Nicolas, pointant un doigt tremblant vers le mur couvert de photographies déchirantes. Si seulement tu m'avais avoué que tu appartenais à la haute noblesse, si tu m'avais parlé de l'existence de ce bébé, tout, absolument tout, aurait été radicalement différent entre nous. Je le sais parfaitement, rétorqua Chloé, sa voix dégoulinant d'un mépris absolu. Si tu avais su que j'étais une de Valois, tu aurais exploité mon nom de famille sans la moindre vergogne pour propulser la valeur de tes propres actions sur les marchés financiers. Et si tu avais eu connaissance de l'existence de mon fils décédé, tu m'aurais fort probablement ordonné de sécher mes larmes au plus vite, sous prétexte que mon deuil nuisait gravement à l'ambiance joyeuse des dîners mondains que tu organisais. Nicolas ouvrit la bouche pour formuler une objection, pour tenter de se défendre, mais les mots moururent pitoyablement dans sa gorge nouée. Elle disait vrai. Dans les profondeurs de son âme corrompue, il savait avec une certitude absolue qu'elle avait raison sur toute la ligne. Je me suis introduit ici dans le but de dénicher des informations compromettantes sur toi, confessa Nicolas, les épaules s'affaissant sous le poids d'une défaite totale et définitive. Mon intention était de te soumettre à un chantage. J'en ai parfaitement conscience, affirma Chloé avec un calme glaçant. J'ai suivi ta progression misérable sur les écrans des caméras thermiques dès l'instant où tu as franchi le mur d'enceinte de la propriété. J'ai délibérément laissé la faille ouverte pour te laisser entrer, Nicolas. Pour quelle raison diabolique? Parce que j'exigeais que tu vois ceci de tes propres yeux. Elle désigna l'ensemble de la pièce d'un grand geste de la main. Je voulais que tu contemples,
dans toute son ironie tragique, le fait que pendant que tu courais misérablement après l'argent facile et une vaine célébrité, tu partageais ton quotidien avec une femme qui avait volontairement tourné le dos à une fortune infiniment plus colossale que tout ce que tu pouvais imaginer dans tes rêves les plus fous, et ce, dans le seul et unique but de trouver un sentiment authentique. Et tu as été beaucoup trop aveuglé par ton arrogance pour le discerner. Jean Dubois s'avança d'un pas mesuré, faisant cliqueter une paire de colliers de serrage en plastique renforcés entre ses mains. Effraction et introduction clandestine dans un domicile privé, énuméra Dubois d'une voix de stentor. Tentative de cambriolage, violation flagrante et délibérée d'une ordonnance de restriction judiciaire, espionnage industriel avéré, et dégradation volontaire de biens privés. Il désigna du doigt la serrure fracassée. « Attendez une seconde », paniqua Nicolas en agitant les mains. « Chloé, je t'en supplie à genoux, ne contacte pas les forces de police. Je suis ton époux légitime. Ton ex-époux, si tu préfères. Nous avons partagé une vie commune. Tu as partagé une vie avec un simple miroir reflétant ta propre vanité, Nicolas, asséna Chloé en pivotant sur ses talons, prête à quitter la pièce. Tu ne m'as jamais réellement connue, et à présent, tu ne me connaîtras jamais. Elle adressa un bref signe de tête aux deux colosses lourdement armés. Embarquez-le. Les officiers de police attendent patiemment son arrivée au niveau du portail principal. Chloé! Hurla Nicolas à s'en déchirer les cordes vocales tandis que les gardes le saisissaient sans la moindre douceur, lui tordant brutalement les bras dans le dos pour le neutraliser. Chloé, je t'en supplie, pardonne-moi. Je suis capable de changer. Je te promets d'être un homme meilleur. Elle s'immobilisa en haut du grand escalier de marbre et tourna lentement la tête pour le regarder une ultime fois. Il est bien trop tard pour espérer le moindre changement, Nicolas, prononça-t-elle avec une froideur mortelle. Ce contrat de mariage que tu chérissais avec tant d'amour il tranche impitoyablement dans les deux sens. Tu repars exactement avec ce que tu as apporté au départ, et tu n'as apporté avec toi que ta propre avidité. Elle poursuivit sa lente progression dans le long couloir luxueux, le laissant se faire traîner sans ménagement hors du sanctuaire profané, passant une dernière fois devant les photographies déchirantes d'une existence qu'il était bien trop superficielle pour comprendre, pour finalement être livré aux menottes froides et impitoyables de la justice. Lors du procès pénal qui s'ensuivit, la salle du tribunal était de nouveau bondée à craquer. Mais en cette occasion précise, Nicolas Montagne ne fit pas son entrée triomphale par les grandes portes principales, encadré par une horde d'avocats hors de prix et flanqué d'une jeune maîtresse. Cette fois-ci, il fut introduit dans la salle par une modeste porte latérale sécurisée. Il portait la dégradante combinaison orange de détenu, ses poignets solidement entravés par de lourdes chaînes d'acier reliées à sa taille par une ceinture de force. Sa chute avait été d'une brutalité absolue. Les médias, friands de scandale, avaient baptisé ce cataclysme retentissant l'affaire Montagne. Non seulement il avait perdu l'intégralité du contrôle de son entreprise et été chassé de son somptueux domaine, mais l'enquête approfondie et féroce menée par le nouveau conseil d'administration, sous l'égide implacable de Chloé, avait mis au jour des années ininterrompues de détournements de fonds colossaux, de fraude fiscale généralisée et de délits d'initiés systématiques. Nicolas n'avait pas seulement été le pire des maris existants. Il s'était comporté comme un criminel de la pire espèce, utilisant sans vergogne les comptes de la société comme sa propre tirelire personnelle pour financer un train de vie extravagant qu'il n'avait, en réalité, absolument pas les moyens de s'offrir. Il paraissait avoir vieilli d'une décennie entière. Sa chevelure autrefois fournie s'était clairsemée de façon alarmante. Son visage était émacié, creusé par l'angoisse et la détention. Lorsqu'il prit place, vaincu, à la table des accusés, son avocat commis d'office, un très jeune homme débordé par le travail et qui n'avait visiblement aucune envie de se trouver en ce lieu, daigna à peine lui accorder un regard. De l'autre côté de l'allée centrale, Chloé était assise avec une grâce imperturbable. Elle était vêtue d'une robe bleu marine d'une sobriété élégante. Elle irradiait une sérénité absolue, semblant totalement intouchable. À ses côtés, l'imposant Jean Dubois trônait tel une gargouille de pierre protectrice, veillant sur sa souveraine avec une vigilance de prédateur. Le juge Bernard, qui affichait une attitude infiniment plus respectueuse qu'il ne l'avait fait lors de la tristement célèbre audience de divorce,
réorganisa consciencieusement ses dossiers d'une main ferme. Monsieur Montagne, débuta le magistrat, sa voix sévère résonnant avec force dans le silence respectueux de la salle. Vous comparaissez aujourd'hui devant cette cour pour entendre l'énoncé de votre sentence concernant de multiples chefs d'inculpation d'une gravité exceptionnelle, vol aggravé, fraude corporative de grande ampleur et effraction aggravée. Vous avez choisi de plaider coupable pour l'intégralité de ces chefs d'accusation. Je n'avais strictement pas d'autre choix, marmonna Nicolas, la voix enrouée et misérable. Ils m'ont acculé dans un coin. Vous vous êtes acculé dans ce coin par vos propres agissements, le coupa sèchement le juge. Vous avez méthodiquement détruit un héritage économique, vous avez purement et simplement escroqué des investisseurs de dizaines de millions d'euros, et vous avez commis l'erreur fatale de tenter d'intimider un témoin clé dans l'exercice de ses fonctions. Le magistrat tourna ensuite son attention pleine de déférence vers Chloé. Madame, je vous prie de m'excuser, Madame de Valois. Avant que je ne prononce le verdict final, souhaitez-vous faire une déclaration formelle quant à l'impact que ces crimes ont eu sur votre vie? L'assistance tout entière retint son souffle, fascinée. C'était l'instant précis que le monde entier attendait avec une impatience malsaine. Le moment où la soi-disant serveuse allait enfin s'adresser au magnate déchu. Chloé se leva avec une lenteur majestueuse. Elle ne s'avança pas vers le pupitre réservé aux témoins. Elle demeura exactement là où elle se trouvait, son regard clair, perçant et froid comme la glace, fixé intensément sur l'homme auquel elle avait sacrifié tant d'années de son existence. « Je n'ai pas préparé de longues déclarations, votre honneur, annonça Chloé, sa voix mélodieuse et claire s'élevant sans effort dans l'acoustique de la grande salle. Pendant de très longues années, cet homme a prétendu dicter mon identité. Il m'a sans cesse répété que j'avais une chance inouïe qu'il daigne poser les yeux sur moi. Il m'a assuré que j'étais un être insignifiant. Il m'a convaincu que je n'étais absolument rien sans sa protection intéressée. Elle laissa sciemment flotter ces paroles dans l'atmosphère lourde du tribunal. Nicolas était totalement incapable de soutenir son regard accusateur. Il fixait la surface de bois de la table, tandis qu'une unique larme chaude traçait un sillon pitoyable à travers la crasse accumulée sur sa joue creuse. Mais l'absolue vérité, reprit implacablement Chloé, est que c'était bel et bien lui l'être insignifiant dans toute cette histoire. Il était tellement rongé par la terreur d'être un homme ordinaire qu'il s'est révélé viscéralement incapable de reconnaître la présence de l'extraordinaire, et ce même lorsque cette chose extraordinaire partageait la couche de son propre lit. Il désirait par-dessus tout acquérir un trophée, votre honneur. Il ne cherchait nullement une véritable partenaire de vie. Et lorsque vous traitez sciemment des êtres humains comme de simples objets utilitaires, vous ne devriez pas vous étonner lorsque ces mêmes objets se révèlent être d'un poids bien trop écrasant pour que vous puissiez espérer les soulever. Elle tourna son visage vers le magistrat. Je ne réclame en aucun cas la vengeance. Le désir de vengeance est un sentiment exclusivement réservé à ceux qui souffrent encore de leurs blessures. Or, je ne souffre absolument plus. J'en ai purement et simplement terminé avec lui. Si je réclame aujourd'hui que la peine maximale soit prononcée, ce n'est nullement parce que je nourris de la haine à son égard, mais parce que notre société se doit d'être vigoureusement protégée contre les individus de son espèce, ces hommes qui s'imaginent, dans leur folie des grandeurs, que le monde entier leur doit une obéissance absolue. Elle se rassit avec la grâce d'une reine regagnant son trône. Le silence qui succéda à son discours était d'une lourdeur insondable. Ce n'était pas le silence provoqué par la peur. C'était le silence écrasant de la finalité, de la conclusion d'une ère. Nicolas Montagne, déclara le juge Bernard en abattant son maillet de bois une unique fois avec une force retentissante. En châtiment des actes criminels dont vous vous êtes rendu coupable, je vous condamne par la présente à purger une très longue peine de réclusion dans un établissement pénitentiaire fédéral de haute sécurité, sans la moindre possibilité d'obtenir une libération conditionnelle avant l'accomplissement d'une période incompressible exceptionnellement longue. En outre, le tribunal vous ordonne formellement de verser une restitution intégrale du préjudice, s'élevant à des dizaines de millions d'euros. Étant donné que vous êtes actuellement dépourvu de tout actif liquidable, la quasi-totalité de vos futurs salaires, dans l'éventualité improbable où vous seriez un jour en mesure d'en percevoir, sera systématiquement et impitoyablement saisie par la justice, et ce jusqu'à ce que votre dette colossale soit intégralement apurée.
Nicolas s'effondra sur la table, le visage enfoui dans ses bras tremblants. Un sanglot déchirant, d'une tonalité animale, s'échappa de sa gorge nouée. Une très longue peine. Il serait un homme irrémédiablement vieux, brisé, lorsqu'il franchirait de nouveau les portes de la prison. Il serait un vieillard affublé du fardeau d'une misère absolue. La séance est officiellement levée, annonça le magistrat d'une voix sans appel. L'huissier s'avança avec fermeté, agrippant le bras de Nicolas pour l'extraire de la pièce. En route, Montagne. Ne faites pas d'histoire. Alors qu'il le tirait brutalement sur ses pieds pour l'emmener vers les geôles, Nicolas jeta un tout dernier regard éperdu en arrière. « Chloé !» cria-t-il, un désespoir sans nom brillant dans ses yeux embués. « Chloé, je t'en conjure, accorde-moi juste une dernière réponse. M'as-tu un jour véritablement aimé? Y a-t-il eu une seule seconde de vrai dans tout cela? » Chloé s'interrompit alors qu'elle rangeait d'un geste élégant ses documents dans son sac à main. Elle pivota lentement sur elle-même. Elle posa un regard insondable sur la silhouette pathétique engoncée dans sa combinaison orange, ce même homme impitoyable qui l'avait jeté à la rue sous l'averse battante sans l'ombre d'une hésitation. « J'ai aimé d'un amour profond l'homme que je m'étais imaginé que tu étais, Nicolas, murmura-t-elle avec une douceur assassine. Mais la tragédie est que cet homme-là n'a jamais existé. Il n'était rien de plus qu'un déguisement habile que tu portais pour duper ton monde. Et je ne ressens aucun amour pour les déguisements. » Elle lui tourna définitivement le dos et s'avança d'un pas souverain vers les lourdes portes en chêne massif de la salle d'audience. Jean Dubois s'empressa de les lui ouvrir avec respect. À l'extérieur du bâtiment, un soleil radieux inondait le parvis. C'était une lumière blanche, éclatante, purificatrice. Les cohortes de paparazzi étaient bel et bien présentes, mais elles conservaient une distance emplie d'une révérence craintive. Ils n'osaient plus lui hurler leurs questions indiscrètes au visage. Ils savaient parfaitement à qui ils avaient affaire dorénavant. Elle n'était plus l'épouse jetée au rebut. Elle était Chloé de Valois, la duchesse incontestée des milieux financiers parisiens. Elle descendit les marches de pierre avec grâce, prit une profonde inspiration de cet air frais et vivifiant, et laissa un sourire radieux illuminer ses traits. Pour la première fois depuis le début de cette tragédie étouffante, elle était intégralement et absolument libre. Nicolas Montagne purgea une peine exemplaire de longue durée au sein de son établissement carcéral. À sa sortie, le monde tel qu'il l'avait connu avait irrémédiablement changé. La société Montagne dynamique avait purement et simplement cessé d'exister. Elle avait été totalement absorbée par le titanesque empire des Valois et brillamment restructurée sous le nom de Valois Nord, devenant une firme technologique pionnière spécialisée dans le domaine caritatif et dédiée à la création de solutions de logement accessibles pour les plus démunis. Nicolas échoua misérablement comme plongeur dans les cuisines d'un petit bistrot en Normandie. Par une ironie du sort particulièrement cruelle, l'endroit ressemblait à s'y méprendre à celui-là même où il avait fait la connaissance de Chloé. Il survit péniblement dans un studio exigu et sordide, et chaque fin de mois, la majeure partie de son maigre salaire, calculé au tarif minimum syndical, est impitoyablement saisi par la justice pour rembourser une dette faramineuse qu'il n'aura jamais le temps d'apurer avant de rendre son dernier souffle. Il occupe le peu de temps libre de ses rares pauses à déchiffrer de vieux journaux froissés, s'évertuant à raconter aux jeunes membres du personnel incrédule qu'il fut, autrefois, un président directeur général redouté et qu'il avait même eu le privilège d'être l'époux d'une femme issue de la plus haute aristocratie. Ses jeunes collègues se contentent de s'esclaffer bruyamment, se moquant de ses délires de vieillard, et lui ordonnent sans ménagement de retourner immédiatement récurer le fond des casseroles graisseuses. Chloé de Valois ne chercha jamais à contracter une nouvelle union matrimoniale. Elle consacra l'intégralité de son existence, de sa fortune et de son énergie à la Fondation Alexandre de Valois, une institution majestueuse créée en l'honneur et à la mémoire de son fils tragiquement disparu. Cette fondation d'envergure internationale s'imposa rapidement comme le mécène le plus important et le plus influent au monde dans le domaine vital de la recherche en cardiologie pédiatrique, parvenant à sauver la vie de milliers d'enfants malades chaque année. Elle mène désormais une existence d'une grande discrétion, paisiblement retirée sur le vaste domaine historique de sa famille, entourée d'un cercle restreint d'amis fidèles et désintéressés qui connaissent et chérissent non seulement son illustre nom, mais plus important encore, l'immense bonté de son cœur véritable.
Par ses actions éclatantes, elle a prouvé de manière irréfutable que la dignité humaine ne se mesure nullement au titre de noblesse que l'on porte, ni même aux sommes astronomiques qui sommeillent sur des comptes bancaires offshore. La véritable dignité réside fondamentalement dans la manière dont on choisit de traiter ses semblables, tout particulièrement lorsqu'on détient entre ses mains le pouvoir absolu de les détruire. Et en fin de compte, la simple évocation de son nom prestigieux n'a pas seulement réussi à glacer le sang d'une salle d'audience bondée. Elle a réussi l'exploit de geler à jamais un sinistre héritage fondé sur la cupidité, le faisant voler en éclats d'une manière si définitive que personne n'en rassemblera jamais les morceaux.